C'est l'éclairage que vous attendez depuis le début de l'émission. Alexis Lacroix est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, les résultats du second tour portant le nouveau Front Populaire en tête avec 182 sièges furent pour à peu près tout le monde une énorme surprise. Hier soir à 20h, on est loin à gauche comme à droite néanmoins d'une majorité absolue. Rappelons que c'est 200 à minima 289 sièges. Cette tripartition de l'échiquier politique, Alexis, apporte-t-elle une clarification ? Alors, on va y venir, vous avez raison. La clarification, je sais qu'elle est au cœur du projet tel qu'il a été élaboré par Emmanuel Macron et son entourage. Et présenté au public par Emmanuel Macron. Voilà, et présenté comme un désir de clarifier une situation qui, depuis 2022, lui apparaissait comme instable et embrouillée. Alors, d'une certaine manière, on va y venir, il y a une clarification si l'on veut, mais une clarification dans le sens de la complexification. Vous me direz, ça n'est pas du tout, parfois ça n'est pas du tout contradictoire. Nous sommes là face à une chambre extrêmement nuancée. Car, alors commençons si vous voulez par le bloc de gauche, il intéresse beaucoup les commentateurs, beaucoup d'entre eux, c'est vrai, vous avez raison, ils ne sont pas fautifs, c'est comme ça, ils n'avaient pas vu sa hauteur, aux environs de 180, disons quand on l'additionne. 182. Bon, ils n'avaient pas vu sa hauteur. Ils avaient pour beaucoup aussi, et ça c'est intéressant comme élément à suivre, pensé que la radicalité de Jean-Luc Mélenchon allait l'emporter, je veux dire, en matière de pourcentage. Pour le dire autrement, que LFI serait vraiment le bloc dominant au sein du bloc des gauches. Il l'est, mais d'une manière très relative. Si l'on veut, on peut employer ce terme-là. Il n'y a pas d'augmentation par rapport au scrutin de 2022 ? Exactement, vous avez absolument raison, Steve. Il n'y a pas d'augmentation par rapport au scrutin de 2022. Et par ailleurs, on peut le dire comme ça, le pôle de radicalité mélenchoniste, avec sa jactance, sa judéophobie avérée, etc., n'a qu'une majorité relative au sein du bloc des gauches. Vous voyez, représente environ 37 à 38% des députés. C'était quasiment 50% il y a 2 ans. Voilà, donc nous assistons bien au rééquilibrage, le rééquilibrage dont parlait, je crois, en fin de semaine, l'ancien président François Hollande depuis la Corrèze où il était interviewé. Nous assistons bien à ce rééquilibrage. Maintenant, je ne suis pas naïf, je sais très bien que les mencheviks parfois sont prisonniers des bolcheviks et que donc au sein de ce bloc de la gauche, les relations sont extrêmement compliquées et la dialectique politique est extrêmement compliquée. Par ailleurs, il y a un programme, vous voyez, qui rend probablement la perspective pour Emmanuel Macron de faire affaire avec le nouveau Front Populaire tel qu'il existe, peu séduisante et peu attractive sur un plan politique. Pour 2 raisons. C'est qu'il n'a pas envie, ça je pense qu'on peut le dire clairement à l'heure qu'il est, dans une équation qui peut bouger, il n'a pas envie de gouverner avec la France insoumise, c'est une évidence. Donc les fantasmes d'un Macron qui appellerait Jean-Luc Mélenchon ou l'un de ses insoumis à Matignon ne correspondent pas à la réalité d'autres membres du nouveau Front Populaire, de ce qui est faisable politiquement. Et on peut donc aller a step after, si vous voulez, si on parle de la gauche, le désir d'Emmanuel Macron, alors là c'est pareil, y parviendra-t-il ou pas, est-ce réalisable ou pas, je ne sais pas, mais c'est plutôt de se tourner vers une formule gouvernementale dans laquelle il, passez-moi l'expression, triangulerait des personnalités issues de ce Front Populaire, mais qui sont plutôt des réformistes. On parle notamment de Raphaël Glucksmann, comme un éventuel Premier ministre. Par exemple, typiquement, les noms qui circulent, des réformistes, soit socialistes, soit écologistes, et qui, en fait, secrètement, n'apprécient pas la ligne de Jean-Luc Mélenchon et pourraient être tentés de sceller ce qu'on appelle un contrat de gouvernement, vous voyez, avec une partie du bloc central. Ça, c'est... Il y a plusieurs noms qui ont été avancés, Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud, éventuellement Clémentine Autain. Tout ça, c'est à l'étude, visiblement, ces jours-ci, mais ça n'est pas pour faire, dans l'esprit du président, tout au moins, un gouvernement univoquement de gauche. Alexis, avant de revenir avec vous sur les scénarios, est-ce que c'est une grande surprise également de voir la majorité présidentielle ne pas s'effondrer ? Elle dispose cet après-midi de 168 sièges. C'est certes beaucoup moins que les 245 obtenus en 2022, mais enfin, le bloc macroniste n'a pas disparu. Le bloc macroniste n'a pas disparu, Steve. Donc là aussi, c'est une deuxième surprise, si vous voulez, qui va à l'encontre de la doxa des commentateurs. On ne leur jette pas la pierre, ils ont le droit, mais ils étaient des instituts de sondage. Bon voilà, mais ils étaient persuadés que le centre-gauche et le centre-droit c'était fini, mais ensemble aussi. Et donc ils misaient beaucoup sur une ultra-polarisation. Un LFI élevé et un Rassemblement national naturellement très élevé. On y vient. Un retour du clivage gauche-droite, mais à l'extrême.
extrêmement polarisé. Voilà. Or là, ce que nous voyons, c'est qu'en fait, là aussi, c'est plus nuancé. Il y a un retour du clivage de gauche-droite, mais j'allais dire, tout le monde en a pour son argent. C'est-à-dire, les gens très radicaux peuvent prendre les formations radicales. Les gens plus modérés, qui correspondent plus à des droites ou des gauches de gouvernement, peuvent aussi trouver chaussures à leurs pieds, si vous me passez l'expression. Vous voyez ? Donc, c'est une chambre qui, de ce point de vue-là, évoque par sa structuration davantage les chambres de la 4e République. Donc là, revenons ensemble. Il y a sans doute, si vous voulez, des vases communicants dans la politique. Or, qu'est-ce qui s'est passé là dans la dernière semaine ? Vous voyez, on est obligé d'en parler en lien avec les autres. Vraisemblablement, des gens de droite qui étaient prêts à voter, peut-être aussi par, qui n'en pouvaient plus de la politique menée, qui étaient prêts à voter pour le Rassemblement national, finalement se sont ravisés pour différentes raisons, mais notamment pour une raison qui est très simple, c'est que ils ont eu le sentiment, à tort ou à raison, mais ça correspond à une réalité, que le Rassemblement national propose une plateforme, alors on la juge trop libérale, pas assez, tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas la vraie union des droites. Vous voyez, il y a eu une union des droites en Italie, par exemple, il y a eu une union des droites en Suède, mais que présuppose-t-elle ? Elle présuppose, et je ne suis pas en train de prêcher ça, mais peu ou prou, un accord pour une future législature. C'est précisément ce qu'a su faire la gauche, mais ce que n'a pas voulu faire la droite, et on peut dire que c'est pas faute que Éric Zemmour, par exemple, pour Reconquête, l'ait tenté. Oui, mais Alexis, n'est-ce pas plutôt à la fois les incertitudes concernant l'évolution du programme du RN et ce qu'on a découvert sur un certain nombre, et pas quelques-uns, candidats du RN qui étaient soit antisémites, soit homophobes, soit racistes. Vous n'avez pas tort, ça a dû évidemment compter. Plus que la stratégie d'union de droite espérée par mais attendez, vous avez raison, ça a compté, c'est-à-dire ça a jeté le voile du non-professionnalisme et de la radicalité sur une formation qui se pensait jusqu'ici, vous avez raison, comme le nouveau barycentre de la vie, le nouveau pivot centriste, quelque part, de la vie publique française. Les gens se sont dit, ah bah dis donc, oui, ces candidats, ils incarnent une radicalité qui, moi, ne me plaît pas. Mettons-nous dans la tête d'un bourgeois de droite classique, vous voyez, qui était tenté par le vote Bardella. Donc vous avez raison. Mais il y a quand même aussi l'idée que c'était confier les clés de la France à une formation qui est quand même liée, qu'on le veuille ou non, à l'histoire de la famille Le Pen. Et donc je pense qu'effectivement, au moment de choisir, beaucoup de gens ont pu avoir une ultime hésitation en se disant, bon, ils ont une fonction protestataire, etc. Bien sûr que par certains côtés, on partage leur diagnostic, mais nous ne voulons pas leur confier les clés du magasin. Alexis, donc, conséquence, voilà. Il nous reste 1 minute. Voilà. On se retrouve au fond, pour aller très très vite, avec 3 blocs. Une gauche unie, mais je crois, moi, comme Manuel Valls, à la théorie des gauches irréconciliables. Et nous verrons très vite, je vais très vite, entre la gauche de François Hollande et la gauche de Jean-Luc Mélenchon, il y a des incompatibilités d'ordre doctrinal. Vous voyez, c'est-à-dire les idées de la France, les idées de la République, les idées de la laïcité, les idées de l'être ensemble ne sont pas les mêmes. On aura l'occasion d'y revenir. Divergences qui ont été mises sous le tapis pendant la campagne, mais qui vont revenir sur le devant de la scène. Et c'est inhérent, si vous voulez, aux dynamiques sociologiques d'aujourd'hui, vous voyez. Ensuite, il y a un bloc centriste, mais qui inclut en fait de facto le centre droit et même... Avec des acteurs qui prennent leur autonomie, notamment le Premier ministre Gabriel Attal. Et voilà, et donc qui inclut de facto le centre droit et même, alors là on peut le dire aussi, des personnalités de centre-gauche comme Bernard Cazeneuve ou même Jérôme Guedj, qui n'étaient pas favorables au nouveau Front populaire et qui donc de facto sont des alliés... On peut plutôt rapprocher de François Hollande que de la majorité centrale, enfin l'ancienne majorité centrale. Oui, historiquement vous avez raison, mais très récemment, on l'avait évoqué lors d'une chronique, lorsque François Hollande a décidé de concourir sous les couleurs du nouveau Front populaire, des gens comme Bernard Cazeneuve ou Jérôme Guedj ou Patrick Haddad avaient exprimé leurs réserves. Donc c'est plutôt des gens qui potentiellement pourraient se rallier. C'est vraiment d'une phrase. Et enfin, vous avez une droite qui retrouve des couleurs. C'est-à-dire que le scénario que nous voyions venir il y a 2 semaines, tout le monde s'est trompé, je veux dire, personne n'est responsable, d'une absorption progressive de l'électorat LR par le Rassemblement national, en fait, si on est précis, il n'est pas advenu. Voyez, donc ça complique beaucoup la donne. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut vous réécouter notamment sur radioj.fr. Merci à vous Steve, très bon après-midi.